Bienvenue dans l'émission Bonjour Maine de ce 9 février 2025. Nous allons vous parler de la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo où les rebelles du M23 qui se sont emparés de la ville principale de l'est du Congo, à savoir Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, ont installé une nouvelle administration depuis le jeudi 6 février 2025. Dans cette émission, nous sommes avec un expert de cette région. Il s'agit de Delphine Hanyoma, originaire de Minembwe dans le sud Kivu et qui est actuellement chercheur-visiteur à l'université de Leeds en Grande-Bretagne. Pour lui, la crise congolaise se transforme en une confrontation régionale de plus en plus. Je mène mes recherches sur la partie est de la République démocratique du Congo où je fais mon programme de doctorat ou mes études de doctorat. On au sud Kivu, ma recherche concernait beaucoup plus les motivations des combattants de s'engager dans les armées ou dans les rébellions. Je continue à mener mes recherches dans cette partie du pays, mais d'une manière large. J'ai plus d'intérêt sur des questions des minorités, que ce soit à l'est du Congo ou peut-être ailleurs. Parce qu'à l'intérieur de mes recherches, j'ai pu réaliser qu'il y a un aspect qui, des fois, est oublié, si je peux le dire, et qui est une question des minorités. Ça veut dire qu'il y a des groupes ethniques ou des groupes communautaires qui sont spécifiquement ciblés dans un contexte de violence généralisée et on perçoit des vies par rapport à cet aspect. Ça tombe bien parce que c'est l'Est du Congo qui nous occupe. Aujourd'hui, nous voyons vraiment des guerres dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Même si le Sud Kivu, on n'en parle pas beaucoup, nous savons qu'il y a des guerres dans ces deux provinces de l'Est du Congo. Et nous voyons que ça prend de plus en plus des ampleurs régionales. Bien sûr, comment tu analyses ces guerres interminables dans cette région du Congo? Alors, c'est vraiment une question très complexe. En fait, personnellement, comme un chercheur, et pour tout autre chercheur à qui vous pouvez poser cette question, je crois qu'il n'y a pas vraiment une réponse directe de pourquoi la guerre et la violence à l'est du Congo ne cessent jamais. Pourquoi cette partie ne devient jamais stable. Il y a autant d'articles, de livres qui ont été produits sur la crise, la violence et la guerre à l'est du Congo. Mais peut-être pour donner l'image de ce qui se passe aujourd'hui, il y a une guerre au Kivu qui est beaucoup plus médiatisée, je crois. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a intérêt à médiatiser cette guerre entre les M23 qui est soutenu selon plusieurs sources par le Rwanda. Et de l'autre côté, il y a l'armée congolaise qui s'appelle les Forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par des groupes et miliciens locaux. On parle aussi des groupes FDLR qui sont les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, largement liés à des groupes qui ont commis le génocide du Rwanda. Et au même moment, les Burundis ont déjà rejoint le Congo pour contrer, pour s'attaquer au M23 et le Rwanda. Ça, c'est l'image du Nord Kivu. Mais je disais tantôt que c'est plutôt la partie médiatisée. Mais avant que les M23 surgissent, ça doit être au mois vers le novembre 2021, mais le Nord Kivu était toujours en proie à la violence. Il y avait au moins des centaines de groupes armés. Les mêmes FDLR existaient au Nord Kivu. Il y a une partie, la grande partie qui s'appelle le nord du Nord Kivu. Ça s'appelle communément la partie Grand Nord, où il y a des atrocités inimaginables commises par un groupe dit Allied Democratic Forces. C'est un groupe terroriste qui est originairement ougandais, mais composé plus de combattants qui s'affilient beaucoup plus à l'islam, c'est pour le dire. Ils opèrent dans la partie Grand Nord, mais aussi en Ituri.
Au même moment, la situation n'a jamais été stable. Sud Kivu, beaucoup plus précisément dans la partie sud du Sud Kivu. Alors, pourquoi alors ça devient complexe et ça prend du temps pour que cette région soit stable. Je me suis dit peut-être pour trois niveaux. En premier lieu, il y a des problèmes locaux et à l'intérieur du Congo. Ce sont des conflits entre des communautés et beaucoup plus largement, il y a des communautés qui sont considérées comme des communautés non originaires. En fait, il y a des concepts pour quelqu'un qui n'est pas congolais ou qui n'a pas encore suivi des crises à l'est du Congo, qui aurait des difficultés de comprendre ce que signifierait une communauté non originaire. En fait, à partir de la colonisation, il y a une catégorisation des communautés ou des groupes ethniques qui sont dits des natifs. Donc, on dit ils sont des premiers occupants et d'autres qui ont été, je crois, c'est une mauvaise classification coloniale qui a dit qu'ils ne sont pas des originaires ou ils sont considérés comme des immigrés. Ce sont des problèmes locaux qui opposent des fois des communautés ou des groupes armés affiliés à ces communautés qui se disent protecteurs de ces communautés. Ça, c'est l'aspect, le premier aspect qui est un aspect local. Au même moment, il y a des questions multiples à l'intérieur du Congo, des questions de gouvernance, d'absence d'État, d'une armée dysfonctionnelle, d'une gouvernance qui peut apparemment s'apparenter à une malgouvernance, ou des autorités dites publiques ne travaillent que pour leurs propres intérêts. Et ça, c'est un autre niveau. En fait, ça a des répercussions. C'est ce qui se passe, que ce soit aujourd'hui ou dans le temps. Alors, le troisième degré, c'est un degré régional, des conflits qui opposent des pays. Qu'est-ce que ceci veut dire? En fait, à l'intérieur du Congo, ou à l'est du Congo, s'il faut être précis, il y a des espaces qui, celui qui dirait qu'ils ne sont pas contrôlés, ce ne serait pas vraiment aller loin. Bon, je disais, il y a des espaces où des groupes armés étrangers viennent et opèrent. Je disais tantôt des groupes EDF qui s'est dit contre le régime ougandais actuel de Yoweri Museveni. Il y a des FDLR, il y a des groupes burundais. Bon, il y a des groupes burundais aussi qui actuellement s'opposent au régime en place au Burundi, mais il y avait de ces mêmes groupes qui avaient opéré, des mêmes groupes burundais qui ont opéré dans le temps à l'est du Congo et qui sont actuellement au pouvoir au Burundi. Alors, ces conflits régional devient de plus en plus compliqué. À un certain moment, ces groupes reçoivent des soutiens, que ce soit moral, logistique ou même financier, par des pays voisins. Alors, ça devient une confrontation régionale où les pays sont impliqués directement ou soit indirectement. Alors, ça devient vraiment compliqué au point que il est difficile de savoir qui combat qui et quand est-ce que celui-ci ou celui-là doit combattre l'autre. Voilà, c'est vraiment une image très malheureuse parce qu'au même moment, on a en compte des milliers de déplacés à l'interne. Actuellement, il y a autour de 7 millions qui sont des déplacés congolais à l'intérieur du Congo. Ils vivent dans des conditions tellement difficiles. À l'est du Congo, quand vous quittez des centres urbains comme Goma, comme Bukavu, même à 10 km de Goma, la route n'est plus praticable. Alors, quelqu'un qui a une centaine de kilomètres, à une vingtaine de kilomètres, à 200 kilomètres, il est totalement difficile qu'il ou elle reçoive une assistance humanitaire. Je disais, en plus de ce qui se passe comme conflit, confrontations armées au niveau régional entre les pays ou entre les groupes armés, mais aussi il y a cet aspect qui est un aspect très important par lequel j'essaierai de, si du moins vous essayerez de, comment dirais-je, de les souligner, c'est l'aspect des crises humanitaires. En fait, il y a des citoyens civils qui n'ont rien à faire avec des politiques, mais ils souffrent.
Ils sont obligés de fuir le lendemain, ils reviennent le soir, le lendemain, ils sont obligés encore une fois de fuir et ils vivent dans des conditions tellement difficiles au point que même apporter une assistance humanitaire, ça demande trop d'État à cause des conditions d'infrastructure routière. Est-ce que vous pensez que ces craintes des experts de l'ONU qui disent que les combattants affiliés à ces groupes qui se disent exclus parce qu'ils appartiennent à des communautés congolaises persécutées, vous pensez que ces groupes, à un certain moment, peuvent se rallier? Je ne crois pas que j'ai bien compris ta question. Alors, tu me dis que les groupes dont les combattants appartiennent à des groupes exclus ou persécutés qui sont comment dirais-je, qui sont considérés comme n'étant pas originaires du Congo. Vous pensez que ces groupes, à un certain moment, peuvent être tentés à se rallier pour mettre les forces ensemble pour combattre pour leur survie? Je ne saurais pas vraiment dire oui ou dire non. En fait, il faut peut-être comprendre le contexte actuel, ou du moins le contexte dans le passé, et penser ce qui pourra venir dans l'avenir. En fait, dans un premier temps, je me dis, quand je lis et relis des rapports des experts des Nations Unies, je suis en train de faire un exercice pour la partie sud du site Kivu. Là, je me suis dit dans les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira, parce que j'ai toujours un intérêt particulier comme originaire de cette région. J'ai essayé d'évaluer, je suis en train d'évaluer des rapports des experts des Nations Unies pour la période de 2015. Là, je me suis dit, sur la période où il y a eu un coup d'État qui a raté au Burundi, mais aussi il y a eu des contestations du troisième mandat du fait président Nkurunziza. Alors, c'est juste un point qui peut-être m'ouvrir une voie pour avancer mon argument. Les experts, ils analysent des situations sans tenir compte des contextes locaux. Je me dis qu'il s'agit de ces personnes qui reçoivent des informations sans connaissance du contexte local. Ils sont beaucoup plus figés sur des informations qu'ils obtiennent au niveau régional. Ils sont peut-être en mesure de trouver des informations sur le Rwanda, sur le Burundi, sur le Congo comme des pays et des services nationaux. Mais je crois qu'ils maîtrisent moins les notions tellement locales. En fait, il suffirait que quelqu'un leur dise simplement qu'elle est en train de faire ceci. Ils vont vous dire, ouais, voilà, à mon avis, c'est peut-être ça. Parce qu'ils maîtrisent, à mon avis, ils maîtrisent moins les contextes locaux. C'est peut-être un autre débat, mais mon point de vue est celui-ci. En fait, si quelqu'un peut anticiper que des groupes connaissant des mêmes problèmes peuvent à un certain moment se rallier pour défendre les causes, je crois que c'est logique. Je dis c'est logique. Parce que c'est peut-être la nature humaine. Tout le temps quand je fais mes recherches autour des groupes minoritaires qui sont persécutés dans différents coins du pays ou dans différents coins du monde, j'allais dire, vous allez réaliser qu'ils ont, je dis ces groupes, ils ont des similarités en termes d'approche qu'ils utilisent pour se défendre ou du moins pour défendre les droits. Alors, en les disant, vous allez probablement penser que ces groupes ont des points de convergence ou du moins ils se parlent. Juste parce qu'ils utilisent de mêmes approches, de mêmes stratégies pour défendre les droits. Revenons alors sur ta question. Je suis en train de penser peut-être à l'M23 au Nord Kivu qui s'est dit défendre les Tutsis. Là, je comprends ce qu'ils disent. Je suis en train de voir les Twirwaneho au site Kivu qui, pendant quelques temps, il y a quelques années, Twirwaneho s'opposait à des attaques venues
compagnie des Maï Maï, qui sont des miliciens locaux, des Birozé Bichamboké, des miliciens locaux, au même moment qui venaient des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi il y avait un aspect qui est tellement important actuellement pour comprendre le contexte actuel, lié à des groupes burundais, des rebelles burundais qui s'appellent les Tabara. Alors, je vois de l'autre côté, et c'est quelque chose qui est nouveau pour les 100 rapports des experts des Nations Unies, qui est un groupe d'Isaïr affilié au EMA du Nord Kivu, de l'Ituri, j'allais dire. En fait, c'est un groupe qui s'est formé tout autour de la persécution de la communauté EMA, qui, à mon avis, n'a existé que parce que l'État congolais a voulu que ce groupe existe. Tout le temps que l'État congolais n'a pas voulu protéger la communauté EMA, c'est de là qu'est né le groupe Zaïre. On dit actuellement qu'un certain Thomas Lubanga a rejoint l'M23. Je dois encore vérifier. Je ne suis pas vraiment convaincu que Thomas Lubanga a rejoint l'M23 comme le disent les groupes d'experts. Je suis en train de télécharger mes sources et voir comment ça s'est passé. Parce que quand je dis les groupes d'experts des Nations Unies de 2017 jusqu'en 2021, vous ne trouvez nulle part les Zaïre. Je dis bien, vous ne trouvez nulle part les Zaïre. Alors, les Zaïre revient en 2021 parce qu'il y a des manœuvres tout autour de découvrir les atrocités commises par la Codeco. C'est un autre sujet alors. Alors, je dis, quand les MA sont persécutés, les Tutsis au nord qui vont persécuter, les Banyamulenge aussi qui vont persécuter, ils tendent à utiliser les mêmes stratégies pour se protéger. Et c'est largement prendre les armes, parce qu'ils ne sont pas seulement persécutés comme quelqu'un qui dirait que c'est une persécution politique ou une discrimination politique. C'est plutôt des attaques par des armes. Et au même moment, l'armée dite nationale n'intervient pas, ou du moins à un certain moment, cette armée nationale, dite nationale, j'allais dire, s'allier à ce groupe locaux, à des miliciens locaux pour attaquer ces communautés persécutées. Alors, quelqu'un qui peut aisément croire que ces groupes pourront peut-être se rallier à un certain moment, je pense que c'est quelque chose qu'on peut anticiper. Mais dans les faits, et ce qui se passe aujourd'hui, je vois qu'il y a encore des difficultés parce que ces groupes ont d'agendas différents, ils ont été formés dans des périodes différentes et a un objectif presque similaire. Je dis, il y a un objectif presque similaire dans l'avenir, mais la tactique, la stratégie me dit qu'actuellement c'est presque difficile. C'est presque difficile. Je donne peut-être un petit exemple. Quand vous pensez que les AI, il va opérer en Ituri, va inévitablement collaborer avec les M23 qui se trouvent dans les Rutshuru et Massissi et pensant qu'il y aura une collaboration assez facile et étroite entre les AI et la M23, c'est tactiquement difficile et militairement impossible. Parce que il y a entre le M23 et la zone d'intérêt des groupes Zaïre, si du moins les Zaïre existent. Je dis, les groupes Zaïre, c'est une création qui... J'évite ce débat. Alors, si du moins, acceptons que les Zaïre existent, si les Zaïre existent, je disais, entre les M23 et Zaïre, il y a tout un territoire qui est occupé des fois par les forces armées de la République démocratique du Congo, par UPDF, c'est l'armée ougandaise, et des fois par des miliciens locaux Wazalendo, communément appelés actuellement Wazalendo, ou des Maï Maï, mais aussi des EDF. Alors, pour comprendre, pour anticiper une possibilité que les AI va collaborer avec le M23, il faudra inévitablement dire que l'Ouganda va soutenir
les Zaïre, et la ligne de collaboration entre l'M23 et Zaïre doit passer par l'Ouganda. Et c'est impossible que ça passe à l'intérieur du Congo. Alors, c'est le même scénario, même pour les sites Kivu. En fait, les sites Kivu, Twirwaneho, qui largement, et selon mes connaissances, n'a pas d'agenda politique. Twirwaneho s'est formé tout autour de la protection de la communauté banyamulenge persécutée, attaquée par plusieurs miliciens et plusieurs groupes. Alors, entre l'M23 et Twirwaneho, il y a l'armée congolaise, il y a l'armée burundaise, il y a des miliciens, tout un temps de miliciens à l'intérieur du territoire congolais. Donc, la seule façon qui pourrait faire que l'M23 collabore aisément avec les Twirwaneho, ce serait que les Burundais donnent son accord. C'est largement impossible. En fait, je n'ai pas voulu t'engager dans les débats autour de ce que pourrait faire l'Angola, moi j'allais dire plutôt l'Ouganda, si du moins une demande viendrait du M23 pour soutenir les Zaïre en passant par l'Ouganda. Alors je me dis c'est actuellement compliqué, mais je dis peut-être dans l'avenir, selon que les contextes sécuritaires seraient décis, mais c'est pas assez aisé, c'est peut-être pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est pas assez aisé. Alors, c'est de là peut-être qu'on pourrait anticiper une alliance ou une collaboration entre ces groupes qui se dit protecteurs des communautés discriminées. Monsieur Nhanyoma, vous avez évoqué une probable confrontation sous-régionale parce que le Burundi a des militaires sur le sol congolais, et c'est officiel. L'Ouganda a des militaires sur le sol congolais et c'est officiel. Nous avons des multitudes de miliciens, de groupes, de milices locales qui sont entretenus par les groupes, les autorités congolaises qui aussi aident les FRDC. Le Rwanda est accusé d'être sur le sol congolais. Hier, le président Kagame a dit qu'il aimerait y être, mais que le gouvernement congolais a autorisé seulement les Burundais et les Ougandais à y déployer leurs hommes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain moment, ces gens peuvent avoir, qui peut se créer une sorte, comment dirais-je, de conflit d'intérêts sur le sol congolais entre ces pays de la sous-région? C'est plutôt ce qui se passe aujourd'hui. En fait, alors, ce qui se passe actuellement, je reviens en arrière pour rappeler ce qui s'est passé avant la confrontation autour du M23, au fait. Kinshasa, après l'avenue du président Tshisekedi, avait connu de bonnes relations avec Kigali. Au point que ceux qui suivaient la situation, on pensait que les relations entre Kinshasa et Kigali étaient en train d'exclure le Burundi et l'Ouganda. Alors, je ne sais pas par quelle manœuvre, nous arrivons à un point, cette relation change subitement entre et ça bouge vers l'Ouganda et Kinshasa. On veut exclure le Rwanda. Donc, je trouve que si j'aurais été vraiment un conseiller au président Tshisekedi, et pour l'intérêt des Congolais, j'aurais dit conseiller à Tshisekedi d'éviter des relations qui brisent l'un ou l'autre. Ça veut dire quoi, en fait? Quand Kinshasa collabore, Kinshasa a des relations étroites tellement bonnes qu'on ne l'a jamais vu avec Kigali, avec une tendance d'exclure le Burundi ou exclure l'Ouganda. C'est de là qu'est venue les manœuvres peut-être de l'Ouganda et du Burundi de contourner cette situation pour leurs intérêts ou pour leurs comptes. Alors, Kinshasa accepte d'abandonner ses relations avec Kigali pour l'intérêt du Burundi et de l'Ouganda. C'est de là que je me dis, et je l'ai toujours dit, en fait,
j'ai toujours cru que le Rwanda n'avait plus intérêt d'engager une guerre en RDC. Si, du moins, Kinshasa n'avait pas autorisé l'Ouganda d'entrer jusqu'au vers la partie sud du Nord Kivu et en même moment donnait une entrée au Burundi d'aller vers le sud Kivu. Alors, ce qui se passe actuellement, je crois c'est un débat qui est devenu un mystère. Comment fonctionnent les relations entre le Rwanda et l'Ouganda. Mais ce que nous connaissons, ce que moi je connais, peut-être je ne connais pas un grand nombre de personnes, ce qui est le climat politique ou sécuritaire entre le Rwanda et le Burundi est tellement tendu. Mais ce qui se passe entre le Rwanda et l'Ouganda n'est pas assez connu. Il y a quelque chose qui se passe entre ces deux pays qui est difficile à comprendre. Mais je ne suis pas encore assuré, en tant que chercheur qui suit la situation de la région, je ne suis pas encore assuré que les relations entre Kagame et Museveni sont devenues bonnes. Alors, dans toutes ces manœuvres, qu'elles soient politiques, que ce soit des intérêts sécuritaires des pays, et je trouve des calculs non approfondis de la politique régionale de Kinshasa qui créent un conflit régional. En fait, il aurait été mieux, à mon avis, que Kinshasa dise vous arrêtez tous, que ce soit l'Ouganda, stop, que ce soit le Rwanda, stop, que ce soit le Burundi, stop. Je vais trouver d'autres forces qui vont m'aider à stabiliser l'Est du Congo. Ça serait une bonne approche, à mon avis. Ou dis-moi, dites simplement, comme tu as accepté que le Burundi vienne, tu as accepté que l'Ouganda vienne, tu as accepté inévitablement que le Rwanda vienne. Ça aurait été la meilleure approche pour Kinshasa de ne pas engager une politique qui n'était faite dans la région. Mais je me dis aussi qu'au même moment, il faudrait que la région, les pays de la région s'asseyent et se disent la vérité. Je sais que c'est difficile pour des pays, mais enfin, la stabilité de la région des pays des Grands Lacs en dépend énormément. Il faudra que des problèmes entre le Burundi et le Rwanda soient discutés, des problèmes entre l'Ouganda et le Rwanda soient discutés, des problèmes entre le Rwanda et la RDC soient discutés. Alors, pour revenir être peut-être bref pour ta question, je disais, nous sommes en train d'aller dans une phase où il y aura largement une confrontation directe, beaucoup plus directe, entre les pays de la région, mais cette confrontation est déjà en place. Ce que je suis en train de dire, il y a des militaires burundais au sud Kivu qui combattent aux côtés des FARDC. Je suis de ceux-là qui admettent que le Rwanda soutient les M23. Je sais bien que le Rwanda ne l'admet pas, mais je suis convaincu que le Rwanda soutient les M23. Et alors, si le Rwanda soutient les M23, combattent aux côtés des M23, en train de combattre les FARDC, et les Burundais en train de soutenir les FARDC. Déjà, c'est une confrontation. Donc, c'est une confrontation régionale, mais qui pourra peut-être s'aggraver dans l'avenir. Selon toi, il faut un dialogue alors entre pays et ça s'impose. Parce qu'il y a même des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas comment le Rwanda est invité dans le dialogue intercongolais. Mon point de vue est celui-ci. Il faudra des niveaux de dialogue. Il faut un dialogue au niveau régional. Je suis de ceux-là qui croient que le processus de Luanda, s'il est important que le processus de Luanda soit efficace, il faudra inclure dans ce processus une question régionale ou un dialogue régional. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est pratiquement difficile de stabiliser l'Est du Congo en donnant
en croyant simplement que c'est un problème entre les Congo et le Rwanda. Alors qu'au même moment, il y a des forces burundaises sur le territoire congolais. Au même moment, il y a des rebelles burundais qui ont été soutenus par le Rwanda et qui sont sur le territoire congolais. Et au même moment, il y a des rebelles ou des groupes FDLR sur le territoire congolais. Et au même moment, il y a des forces ougandaises sur le territoire congolais. Alors, dire simplement que vous allez résoudre un problème entre le Rwanda et la RDC et quoi que la région doit être stable, je me dis, c'est avec moins de chance. Voilà, alors je disais, à mon avis, il faut un dialogue et qui doit être sincère et franc entre les pays de la région, qui doit impliquer et l'Ouganda, et le Rwanda, et la RDC, et le Burundi. Et d'ailleurs, je vous dis, même la Tanzanie. Et la Tanzanie joue un jeu tout autour dans ces conflits. La Tanzanie est déjà au sein de la force SADC. Bien que la Tanzanie n'est pas directement impliquée, mais comme un pays de la région, je crois, il doit être inclus et voir si du moins la Tanzanie n'a pas un mot à dire dans ces dialogues. Mais ce qui est évident pour moi, ce que j'ai proposé, c'est un dialogue entre les 4 pays. Je dis la RDC, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Et c'est de là qu'on pourra espérer une stabilité de la région. Et en plus de ces dialogues entre les 4 pays, il faudra un dialogue franc et sincère à l'intérieur du Congo pour des questions locales. En fait, vous pouvez, par miracle, je ne dis pas miracle, vous pouvez peut-être espérer par miracle que le Rwanda et le Burundi et l'Ouganda et le Congo comme des pays ne vont plus s'affronter à l'intérieur du Congo. Mais au même moment, il y a assez de problèmes et des problèmes majeurs à l'intérieur du Congo qui doivent être résolus. En fait, je suis de ceux-là qui dit qu'il n'y aura aucune solution qui doit être militaire aussi longtemps que la RDC n'a pas encore accepté de dialoguer avec le M23. En fait, il n'y a pas d'autre choix. La RDC ne doit pas dialoguer avec le M23 parce que le M23, c'est une grande force militaire. Non. C'est parce que il y a des questions qui sont soulevées par le M23, ils ont des validités qui doivent être discutées. Au même moment, il y a des multitudes. Il y a bien des multitudes, une centaine de groupes armés à l'intérieur du Congo qui collaborent actuellement avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais ça ne suffit pas. Ça ne résout pas les problèmes. En fait, ces groupes, si aujourd'hui, aussi par miracle, comme je l'ai dit, le M23 est défait, des miliciers Wazalendo, des multiples groupes Maïmaï vont prendre les mêmes armes et les tourner vers les FARDC et les tirer dessus. Parce qu'il y a assez de problèmes à l'intérieur du Congo qui doivent être résolus. Alors, s'il faudra peut-être trouver d'autres formules, mais je suis de ceux-là qui dit c'est peut-être le processus de Luanda qui doit être dû sur les 3 pays, plutôt les 2 pays, donc le Burundi et l'Ouganda. Mais aussi, il faudra revisiter le processus de Nairobi, que le processus de Nairobi devient un processus dans lequel les participants, les représentants des groupes armés, les représentants de la société civile, les représentants des communautés, aient un espace où ils peuvent s'exprimer sans crainte de représailles. Voilà. Monsieur Nanyoma, merci beaucoup pour ce moment que vous avez accordé à Amjamba Africa. Merci. Merci à vous tous qui avez écouté l'émission Bonjour Maine de ce dimanche 9 février 2025. Elle a été préparée et réalisée par Elogeuli Kaneza. Je remercie également l'expert Delphin Nanyoma pour son temps qu'il a accordé à Amjamba Africa. À la prochaine. Still
poète